Bonjour, au travers de cette vidéo d'une dizaine de minutes, je vais évoquer avec vous les phases de jeu et leurs caractéristiques. Donc à partir d'un diaporama et de quelques extraits de vidéos de match. Trois grandes phases de jeu en rugby que vous connaissez certainement, les phases qu'on dit de mouvement général, les phases de fixation et les phases ordonnées. Les phases de mouvement général, donc on y voit mis à l'œuvre à l'intérieur ce qu'on appelle les formes de jeu, le jeu déployé, le jeu pénétrant, le jeu au pied, formes de jeu que vous aurez à caractériser lorsqu'on fera les retours sur vos productions, sur votre analyse du jeu. Et bien entendu, le pendant défensif qui sont les courants défensifs, d'autres parlent de rideau défensif, peu importe le terme pour le moment, mais l'idée est de voir qu'il y a des organisations défensives dans le plein mouvement pour contrer les différentes formes de jeu que nous avons évoquées au-dessus. Nous avons les phases ordonnées, donc ordonnées dans le sens de ordonnées par l'arbitre, en partant coup de pied de pénalité, coup de pied franc, coup d'envoi et de renvoi, les touches et les mêlées. Donc toutes les phases de remise en jeu après un coup de sifflet de l'arbitre. Nous verrons aussi qu'à l'intérieur de ces phases ordonnées, il y a quelques caractéristiques et quelques différences. Et enfin, les phases de fixation, dans lesquelles on peut évoquer les passes axiales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'arrêt du mouvement, mais les adversaires sont fixés parce qu'ayant un doute sur le mouvement du ballon. Phase de plaquage, phase de ruck, phase de maul. Pourquoi est-il important de caractériser et différencier ces phases de jeu? Pour trois raisons essentielles qui sont fondamentales dans un projet de perfectionnement en rugby. Tout d'abord, bien analyser les actions en match, puisque ces phases ont des caractéristiques très précises et répondent à des caractéristiques très précises. Donc les niveaux d'efficacité sont dépendants de ces caractéristiques. Pour bien définir les objectifs, pour qu'ils soient adaptés aux besoins réels de l'équipe, et bien entendu pour mobiliser et développer efficacement les ressources des joueurs et des joueuses. Nous verrons que suivant la phase dans laquelle on travaille, on ne va pas tout à fait orienter l'entraînement de la même manière et on ne va pas mobiliser les joueurs et les joueuses de la même manière. Les phases de mouvement général. Donc nous allons observer une vidéo pour en voir les caractéristiques principales que je vais commenter. Être développé dans cet extrait. Donc vous voyez que tous les joueurs sont en mouvement et le ballon est en mouvement. Ça c'est la caractéristique du mouvement général, avec une situation de déséquilibre favorable aux bleus, puisque les blancs sont en train de se replier dans leur camp. Soutien permanent, utilisation pour le coup de jeu pénétrant, passe courte qui permet d'avancer très très profondément. Vous voyez une succession de passes dans une continuité. Là, un accident de jeu, mais qui va être géré très 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 rapidement sur le ruck, qui fait qu'on reste dans les caractéristiques du mouvement général. Pendant que ces joueurs évoluer, les partenaires en ont profité pour créer des menaces sur tout le terrain et en particulier se démarquer. Là, sur l'extérieur, il va y avoir donc une utilisation d'un jeu déployé pour amener le ballon en face des espaces libres. Cette continuité qui perdure avec des soutiens permanents, des Anglais qui n'arrivent pas à rééquilibrer et à stopper. Et donc ça aboutit finalement à un essai. Voilà les caractéristiques fortes du mouvement général. Comme nous avons vu sur cette vidéo, circulation des joueurs et du ballon, et ce sont des mouvements significatifs, c'est-à-dire que c'est des mouvements, des déplacements sur lesquels on peut prendre des informations et à partir desquels on peut prendre des décisions. Extrêmement important de noter cette idée de mouvement significatif, c'est-à-dire mouvement qui a du sens. Les joueurs se déplacent et agissent en fonction de rôles qui sont momentanés, et des joueurs et des joueuses doivent pouvoir tenir tous les rôles possibles dans une phase de mouvement général pour être efficace. Donc, et on parle de suppléance, à tout moment être en capacité de suppléer un partenaire qui ne pourrait pas tenir le rôle à tenir à un certain moment dans une phase. Donc on reviendra sur cette notion de suppléance, et ça nécessite d'avoir des joueurs et des joueuses polyvalents pour réaliser l'ensemble des actions. Les règles qui sont mises en évidence, ce sont les règles fondamentales du rugby, donc essentiellement, évidemment, je vais enlever la marque, mais tout ce qui concerne les droits et devoirs des joueurs, le hors-jeu, bien sûr, et tout ce qui concerne les phases de jeu au sol. Voilà, donc il y a finalement trois grandes règles qui régissent ces phases de mouvement général.
Il s'agit de maintenir la continuité du mouvement qui avance, mais lorsqu'il n'y a plus continuité, il y a des situations de contre-attaque, hein, avec ce qui est un passage rapide de défenseur au statut d'attaquant ou d'opposant au statut d'utilisateur, et vice-versa évidemment sur le pendant défensif lorsqu'on a perdu le ballon. Nous sommes dans une phase à dominante tactique. Pour être efficace dans ces phases, il faut des joueurs particulièrement efficaces sur le plan de la lecture du jeu, de la compréhension du jeu et des choix en pleine action. Voilà. Et les joueurs agissent en fonction de repères et de signaux. Les repères, ce sont des constructions internes. Quels repères je prends pour me déplacer et pour décider dans le jeu. Et les signaux, ce sont des signes plutôt extérieurs qui vont de partenaire à partenaire ou une visibilité de l'adversaire, du type bien sûr la parole, hein, sur les appels de balles par exemple, ou des signes sur le plan défensif, et ainsi de suite. Les phases ordonnées, nous voyons une vidéo pour faire le point sur ces phases ordonnées. Quelques exemples de phases ordonnées, donc la mêlée, où on voit ce positionnement en miroir, où on cherche quand on est attaquant à créer de l'incertitude, générer de l'avancée, bien sûr franchir et marquer si c'est possible, mais à minima avancer pour pouvoir continuer ensuite. Sur la touche, la particularité par rapport à la mêlée, c'est que les conquêtes peuvent être effectuées de manière différente, avec un nombre de joueurs différents et une position différente, là en fond de touche pour pouvoir favoriser un lancement par les lignes arrière. Donc qui est peu efficace ce lancement, vous voyez que les Anglais ont du mal à avancer. Ici, sur ce coup de renvoi, donc taper juste devant la ligne pour empêcher les adversaires de dégager directement en touche, mettre pression et récupérer éventuellement le ballon en les obligeant à le laisser dans le terrain. Voilà, donc la classique, c'est une phase que vous connaissez bien en rugby à 7. Sur ce coup de renvoi à 22 mètres, là par contre, pression plutôt ballon de récupération, et la preuve, c'est que les Sud-Africains le récupèrent sur ce coup-là. Ici, donc sur la mêlée, on voyait toujours cette position sur cette forme de miroir. L'idée étant de briser ce miroir en créant le plus possible d'incertitude. Là, on voit qu'il y a des joueurs qui se proposent autour du porteur, mais finalement très peu d'incertitude, très peu de menaces clairement établies, ce qui fait que les Anglais sont relativement sereins pour défendre. Et enfin, une dernière situation où le jeu est lancé par les avants sur cette mêlée, donc pour stratégiquement obliger les avants sud-africains à reculer et générer de l'avancée. Donc on voit que ça semble satisfaisant ici, à condition que la gestion de la sortie de balle soit bien réglée. Nous sommes là sur du jeu plus ou moins placé, donc on est obligé de moduler de plus en plus le jeu moderne. Le secteur du jeu sur lequel le jeu placé est précis et précisé et prévu, donc ce sont sur les phases de mêlée. Pour le reste, il y a de plus en plus de possibilités offertes. Et ça, c'est une caractéristique de l'évolution du jeu vers un jeu qui a plus de mouvement. Il y a une somme importante de règles complémentaires dans ces phases. Elles sont fortement régies, hein, vous le savez, sur les droits et devoirs, sur les positionnements des deux équipes, sur des lignes de hors-jeu qui sont spécifiques à certaines de ces phases. Voilà, donc là, une très forte codification qui est mise en place sur ces différentes situations. Il y a très souvent, donc pour certaines de ces phases, et très souvent phases de conquête, hein, bon, touches mêlées bien sûr qui sont très fortes là-dessus, mais bien sûr aussi coups d'envoi, de renvoi qui peuvent amener à une conquête, ce qui n'est pas le cas pour un coup de pied de pénalité, coup de pied franc. Et on est dans des phases, à partir du moment où il y a cette notion de conquête, il y a souvent la notion de lancement de jeu qui est associée. Et nous sommes plutôt donc sur une dominante stratégique, avec beaucoup d'actions qui sont prévues à l'avance, la zone de conquête en touche, la façon de lancer le jeu après la mêlée, la façon d'orienter la mêlée éventuellement, le type de coup d'envoi qu'on va taper, court, long, récupération, occupation du terrain, et la façon de jouer les coups de pied de pénalité, coups de pied franc, est-ce qu'on cherche une touche, est-ce qu'on le joue rapidement à la main, est-ce qu'on choisit une mêlée à la place, est-ce qu'on prend les points. Voilà. Donc nous sommes vraiment sur une dominante plutôt stratégique. Phase maintenant de fixation. La phase de fixation est caractérisée par le fait que le ballon est à l'arrêt et les joueurs restent en mouvement. Donc le ballon à l'arrêt ici, les joueurs se repositionnent. Là, nous sommes plutôt sur une stratégie pour relancer le jeu avec un groupe de joueurs. Vous voyez que ça provoque des effets puisque
La dynamique d'avancée est maintenue sur les relances, avec un déséquilibre chez les Irlandais. Dans cette phase-là, donc, il démarre par un maul. Vous voyez, donc pendant ce temps-là, il y a des replacements de joueurs. Au moment, le jeu reste équilibré, mais vous verrez que la dynamique d'avancée mise par les Bleus et leur gestion de sortie de balle, de la rapidité, fait que petit à petit, les Irlandais se retrouvent déséquilibrés. On voit des attitudes de défenseurs irlandais très centrés sur le ballon et qui les empêchent globalement de s'apercevoir qu'un déséquilibre et un joueur bleu se retrouve libre sur l'extérieur. Donc là, vous allez avoir ensuite une série de relances dans lequel il y a exploitation d'une mauvaise lecture défensive, puisque les Verts se sont trouvés en sous-nombre sur le côté de renversement d'attaque. Et donc là, les Bleus auraient dû vouloir enchaîner plus rapidement et certainement exploiter plus rapidement ce déséquilibre, mais nous avons du mal à voir sur ce plan si ça va rééquilibrer sur l'extérieur. N'empêche que petit à petit, vous verrez qu'il y a une très très bonne utilisation du ballon qui va suffisamment rapidement pour sortir rapidement pour pouvoir exploiter ces déséquilibres. Donc la phase de fixation, ce qui caractérise, c'est qu'il y a circulation des joueurs et arrêt momentané du ballon. Donc le moins momentané, c'est la passe axiale, mais qui fixe quand même l'adversaire. Et finalement, suivant ce qui se passe, suivant ce qui s'est passé avant cette phase de fixation et suivant ce qui se passe au moment où le ballon est disponible après cette phase de fixation, on peut assister soit à des relances de jeu sur le plan qui ont plutôt une dimension tactique, donc dans le cas de déséquilibres créés en particulier, ou des relances qui sont plutôt d'ordre stratégique, dans le cas où il y a une forme d'équilibrage défensif, ou voire même situation de déséquilibre désavantageux pour l'équipe qui possède le ballon. Voilà, dans lequel on met en place des systèmes de relance, que ce soit à base de cellules ou d'autres systèmes. Voilà. Donc nous avons ces deux possibilités sur les phases de fixation qui sont fortement dépendantes, donc bien sûr du rapport de force, du temps de libération du ballon. L'idéal serait, bien entendu, pour une équipe efficace, de pouvoir gérer le temps de libération du ballon dans un temps qui corresponde aux besoins du jeu. Hein, voilà, donc ralentir par exemple si on a besoin de se réorganiser et au contraire accélérer ce temps de libération quand l'adversaire est déséquilibré. Donc vous comprenez bien que la grosse problématique de l'entraînement va être de mettre en place des situations d'entraînement qui correspondent à ces caractéristiques. Donc si on parle de mouvement général, il faut du mouvement avant d'avoir le ballon, quand on a le ballon, après avoir passé le ballon. Pour être dans cette idée-là, il faut de la lecture du jeu, de la compréhension du jeu, de la lecture et des décisions en plein mouvement. Et avec mélange avant, trois quarts, évidemment. Sinon, nous ne sommes pas dans les phases de mouvement général. Pour une phase ordonnée, il faut respecter ce qu'impose le règlement pour travailler dans les bons timings, dans les bons rythmes, dans les bons rapports espace et temps. Sinon, on risque d'être complètement en dehors des clous et de pas du tout apprendre à mieux jouer dans ces phases-là. Et sur les phases de fixation, très très fortement liées ces phases-là au rapport de force qui précédait et qui entoure la phase au moment où on souhaite la travailler. Avec là, pour le coup aussi, clarification pour le collectif entre les moments où on fait de la stratégie, relancer le jeu d'une manière stratégique prévue ou des relances de type tactique. Et pour voir à quel moment on bascule de la tactique à la stratégie ou de la stratégie à la tactique. C'est le cœur même de l'entraînement. Malheureusement, il y a beaucoup de confusion actuellement pour les joueurs et pour les entraîneurs. Vous avez constaté qu'il y a des zones un peu mixtes, entre guillemets, entre les phases de mouvement général, les phases de fixation et les phases ordonnées, donc particulièrement sur les plaquages, sur donc ces passes axiales ou des rucks très 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 rapides. On se retrouve quasiment dans la logique du mouvement général puisqu'il y a eu très très peu, le moment d'arrêt du ballon a été très court, et ce qui va être
déterminant, c'est le déplacement des joueurs, évidemment, dans ces actions-là. Et puis, dans le cadre des phases de fixation, évidemment, et entre phase de fixation et phase ordonnée, un maul qui dure assez longtemps. Par exemple, on se retrouve dans des logiques très proches d'un lancement de jeu sur une mêlée, par exemple. Et là, dans des caractéristiques de jeu placé un peu plus fort. Voilà. Donc, il y a cette forme de mixité. Mais tout cela fait fortement ressentir la nécessité de bien prendre en compte ces éléments de contexte pour travailler à l'entraînement. Et nous verrons sur une autre vidéo la question de l'analyse des rapports de force qui est évidemment intimement liée à ce que nous avons vu. Merci pour votre attention, en espérant que cette vidéo vous a conforté sur des éléments que vous connaissiez déjà ou ouvert d'autres perspectives. L'objectif étant celui-là essentiellement. Au revoir.